Les découvertes en physique quantique avancent très vite. Là, on vient tout juste de confirmer une expérience qui a choqué beaucoup de monde. Un morceau de métal solide a été physiquement observé à plusieurs endroits en même temps, de manière prouvée et publié dans une des plus grandes revues scientifiques. Depuis 90 ans, le chat de Schrödinger était une légende de la physique. Une expérience de pensée qui explique qu'un chat enfermé dans une boîte est vivant et mort en même temps, jusqu'à ce qu'un observateur vienne briser le mystère. C'est ça la physique quantique. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver aujourd'hui pour analyser cette dernière percée dans le monde de la quantique. Alors, tout le monde connaît cette histoire, le chat de Schrödinger. Pendant presque un siècle, elle avait quelque chose de rassurant. Ce n'était qu'une expérience de pensée, n'est-ce pas? Une métaphore brillante, mais rien de plus. Parce qu'on pensait connaître la limite. Les bizarreries quantiques, donc être ici et ailleurs en même temps, existaient dans plusieurs états à la fois. Elles étaient censées appartenir au monde de l'infiniment petit. Des électrons, des atomes isolés, des particules invisibles, ce genre de choses. Jamais un objet réel, jamais quelque chose de solide, jamais quelque chose qu'on pourrait presque imaginer toucher. Mais début 2026, une équipe de chercheurs à Vienne a franchi cette frontière et leur papier vient d'être récemment validé par les pairs. Ils ont réussi à placer un objet solide dans deux positions à la fois. C'est le plus grand objet jamais observé en train d'obéir à l'une des lois les plus étranges de l'univers. Autrement dit, le fameux chat de Schrödinger vient de quitter les livres de philosophie scientifique. On l'a reproduit en laboratoire à une échelle jamais vue. Résultat publié dans Nature, revu par les pairs et vérifié. Les conséquences dépassent de très loin le cadre dans le labo de physique, et on va en parler car cette expérience a fait beaucoup de bruit dans le domaine, et beaucoup d'études ont été publiées à sa suite. Messieurs dames, je vous rappelle rapidement que si vous aimez la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, ça soutiendra beaucoup mon travail. Et sachez aussi que l'on a une newsletter gratuite où vous recevez tous les jours toutes les infos à ne pas louper. Tous les liens sont en description. Donc, l'expérience sort de l'université de Vienne, en collaboration avec l'université de Duisburg-Essen. L'auteur principal de cette étude s'appelle Sébastien Pedalino. Ce que lui et son équipe ont fait est conceptuellement assez simple à comprendre. Ils ont pris des petits amas de sodium, environ 7000 atomes regroupés ensemble, qui fait à peu près 8 nanomètres de large, mais c'est surtout du métal solide, c'est de la matière qu'ils ont pris. Avec un laser ultraviolet, ils ont fixé la position de chaque amas avec une précision folle, autour de 10 nanomètres. Puis ils le placent dans ce qu'on appelle un état de superposition quantique. En clair, ça veut dire que la particule ne prend pas un seul chemin à travers l'appareil, elle en prend plusieurs en même temps. Quand ces chemins se recombinent à la sortie, ils produisent un motif d'interférence, des bandes alternées. Ce motif-là, c'est l'empreinte digitale de la mécanique quantique. C'est la preuve que cet objet qu'ils ont pris ne s'est pas comporté comme une bille que l'on lance dans un couloir, mais qu'il s'est étalé sur une zone des dizaines de fois plus large que lui-même. La masse de ces amas, ce sont plus de 170 000 unités de masse atomique. C'est plus lourd que la plupart des protéines de votre corps. On est dans la zone de masse qui est comparable à un petit virus par exemple. Bon, alors je vais le reformuler parce que ça mérite vraiment qu'on s'y arrête. Un morceau de métal solide, aussi massif qu'un virus, était à plusieurs endroits en même temps, de manière prouvée. Pas de la lumière, pas un atome isolé tout seul. Du métal, donc le genre de truc que l'on pourrait poser sur une table si on avait les doigts suffisamment petits. Pour mesurer l'ampleur du saut, il faut regarder ce qu'il y avait avant, bien sûr. En 2019, le record appartenait à une molécule d'environ 2000 atomes, qui pesait autour de 25 000 unités de masse atomique. Le résultat de Vienne est environ 10 fois au-dessus, selon la métrique que les physiciens utilisent, qu'ils appellent la macroscopicité. Et croyez-moi, en physique, multiplié par 10, c'est quasiment du jamais vu. C'est un fossé qu'ils ont franchi d'un bond. Pedalino lui-même l'a d'ailleurs formulé avec une honnêteté que j'apprécie. Il dit en fait que intuitivement on s'attendrait à ce qu'un bloc de métal de cette taille se comporte comme un objet classique, tout simplement posé quelque part, comme tout ce qu'on n'a jamais touché de notre vie. Sauf que non, il a suivi les règles du monde quantique dans cette expérience. Ce résultat porte en lui 3 leçons très importantes, c'est à partir de là que ça dépasse la seule expérience et que ça a fait beaucoup bouger le domaine. Première leçon, il n'y a pas de limite de taille prouvée pour la mécanique quantique. On a toujours supposé que les règles quantiques s'éteignaient au-delà d'une certaine échelle, vous savez, qu'il existait un seuil théorique, un seuil quantique disons, quelque part. Trop gros ou trop complexe, les choses redeviendraient normales. Sauf que cette expérience dit le contraire, Elle dit qu'on continue de repousser la frontière, la mécanique quantique continue de tenir. La théorie elle-même ne pose aucune limite, c'est exactement ce qu'on est en train de tester. Pour l'instant, elle ne branche pas. La deuxième leçon qui suit cette conclusion,
c'est qu'on regarde peut-être au mauvais endroit. Vous savez, la raison pour laquelle votre tasse de café ne se dédouble pas quand vous buvez du café porte un nom en physique. On appelle ça la décohérence. Dès qu'un objet interagit avec son environnement, c'est-à-dire l'air autour, la chaleur, les particules qui le percutent, tout ça quoi, eh bien la superposition quantique s'effondre en une seule réalité quasi instantanément. Alors je vous rassure, votre tasse n'est qu'à un seul endroit bien sûr. Non pas parce qu'elle est trop grosse pour être quantique justement, mais parce que elle est incapable de rester isolée ne serait-ce qu'une milliseconde. Elle est bombardée en permanence par des milliards d'interactions qui la forcent à choisir un état. Ça fait s'effondrer la fonction d'onde. La solidité du monde quotidien n'est peut-être pas une loi fondamentale, c'est peut-être juste un effet de bord, un sous-produit du fait que tout percute en permanence tout le reste. En réalité, ça remet pas mal de choses en question. Enfin, pas la physique elle-même bien sûr, mais l'intuition qu'on avait sur la physique, en quelque sorte. Ce qu'on prenait pour une propriété intrinsèque des gros objets, donc leur solidité, le fait qu'ils soient à un seul endroit serait en fait le produit de leur relation constante avec l'environnement, et non pas leur taille. Cette idée de décohérence d'ailleurs, c'est pas juste de la philosophie. Un papier théorique a été publié la semaine dernière, donc fin juin, comme par hasard, par Lee et ses collègues, et ils viennent de nous montrer quelque chose de fascinant. Ce qui décide si un objet reste en superposition ou pas, ça dépend des propriétés du vide autour de lui. Oui, le vide, l'espace vide. Proche d'un trou noir, par exemple, selon le type de vide qui entoure l'objet, la superposition peut soit disparaître instantanément, soit durer infiniment. Le vide n'est pas neutre, il n'est pas rien comme on pourrait le croire. Il a des caractéristiques qui influent directement si un objet reste quantique ou redevient classique. Et puis, il y a une troisième conclusion derrière cette expérience, encore plus vertigineuse. Cette expérience ramène au premier plan la question la plus fondamentale de toute la physique. Qu'est-ce qui fait que la réalité se fixe sur un seul résultat? À quel moment le brouillard des possibilités se transforme en un monde concret? Et pourquoi? Il y a plusieurs écoles. Certains physiciens disent que c'est l'acte de mesure qui provoque ça. D'autres pensent que c'est l'observation elle-même, donc le fait de regarder. D'autres encore, en voyant des résultats comme celui de Vienne, commencent à se demander si les possibilités ne s'effondrent peut-être jamais, mais se sépareraient plutôt en branches parallèles. Vous savez, chacune aussi réelle que les autres. Bon, c'est la fameuse hypothèse du multivers. Maintenant, bien sûr, soyons clairs, plus que d'habitude, parce que ce sujet, c'est un aimant à raccourcis, je le sais, je le vois venir dans les raccourcis. L'expérience de Vienne, ici dont je vous parle, elle est en béton, c'est vraiment du lourd. La superposition, elle est réelle, ça c'est tranché. Mais ce que ça veut dire sur la nature de la réalité, là, les physiciens eux-mêmes ne sont pas d'accord entre eux. Est-ce que la réalité a besoin d'un observateur pour se fixer? Est-ce que la conscience joue un rôle là-dedans? Roger Penrose, un des plus grands scientifiques, pense exactement cela depuis des décennies déjà. Ou alors est-ce qu'il y a un multivers? Ces interprétations sur la conscience, le rôle de l'observateur, les multivers, etc. Tout ça, ce sont des hypothèses en compétition pour l'instant. Pas encore des conclusions. Personne n'a encore la réponse. Aujourd'hui du moins. Ce qui est fascinant, c'est que pour la première fois, on a les outils pour commencer à tester ces questions au lieu de juste en débattre. Et d'ailleurs, depuis, cette trajectoire ne ralentit pas. Elle accélère sur plusieurs fronts à la fois. Sans mauvais jeu de mots, bien sûr. Quelques semaines après donc la publication de cette étude de Vienne, Oxford a repoussé la frontière aussi, mais dans une direction complètement différente. L'équipe de Saner, à l'université d'Oxford donc, a réussi à créer un nouveau type d'état de Schrödinger, publié dans Physical Review X en juin 2026, il y a très peu. Le truc, c'est que eux, ils n'ont pas cherché à faire plus gros, ils ont cherché plutôt à faire plus étrange. Dans leur superposition, chaque partie qui compose l'état quantique est elle-même bizarre, profondément non classique. Ce n'est plus le chat mort ou vivant de Schrödinger, c'est un chat dont chaque cellule est elle-même dans un état que la physique classique ne peut pas décrire, du jamais vu. Vienne repousse la limite en taille, Oxford la repousse en complexité. Les auteurs le disent d'ailleurs eux-mêmes, ils disent que leur travail fait partie d'une vague qui pousse les états de Schrödinger vers des territoires qu'on pensait hors d'atteinte. Ils citent d'ailleurs le résultat de Vienne comme le record le plus marquant de cette vague. La frontière recule partout où on la cherche, par le haut, par le bas, par les côtés. Et pendant ce temps, la NASA prend aussi la question suffisamment au sérieux pour l'envoyer en orbite. Le 23 juillet 2026, leur Cold Atom Lab a redémarré à bord de la Station Spatiale Internationale après sa dernière mise à jour matérielle. Ce laboratoire fait la taille d'un mini-frigo, mais il refroidit des atomes à des températures juste au-dessus du zéro absolu en orbite. À ce niveau de froid-là, les atomes fusionnent en un seul objet quantique collectif, ce que les physiciens appellent un condensat de Bose-Einstein. Et vous pourriez me demander, mais pourquoi faire ça dans l'espace ?
Tout simplement parce que en microgravité dans l'espace, on supprime une source majeure de décohérence. Exactement ce qui fait qu'un objet perd ses propriétés quantiques, donc souvenez-vous ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Sur Terre, la gravité perturbe les ondes de matière, elle limite les expériences à quelques fractions de secondes. En orbite par contre, les objets quantiques tiennent beaucoup plus longtemps, ils grossissent au-delà de tout ce qui est faisable au sol. C'est la même physique que l'expérience de Vienne, mais dans un environnement taillé pour pousser la superposition au maximum. Le fil commence à se dessiner clairement. Vienne montre que des objets de plus en plus lourds restent quantiques quand on arrive à les isoler. Oxford montre que la superposition elle-même peut devenir de plus en plus exotique. La NASA construit un laboratoire en optique pour éliminer ce qui empêche les objets de rester quantiques. Nous avons donc 3 programmes de recherche distincts avec un seul point de convergence. Est-ce qu'il y a réellement une frontière entre le monde quantique et le nôtre, ou le monde macroscopique du moins? Ou alors est-ce qu'on est en train de découvrir qu'elle n'a jamais existé finalement? Et puis l'équipe de Vienne travaille déjà sur la suite. Ils veulent faire passer de la matière biologique dans le même appareil. Si ça marche, on parle d'interférence quantique avec des protéines, peut-être même avec des virus entiers. Ils comptent pulvériser leur propre record dans les années qui viennent. La solidité sur laquelle vous comptez, le sol sous vos pieds, la certitude qu'un objet est à un seul endroit, ce n'est peut-être pas une propriété fondamentale de la nature. C'est peut-être juste ce qui se passe quand un objet interagit avec le monde autour de lui. Isolé, il est flou. Connecté à son environnement, il se fixe, il deviendrait concret. La réalité telle qu'on la connaît émergerait de la connexion entre les choses. Il y a quelque chose de profondément troublant dans cette idée, mais en même temps quelque chose d'étrangement familier. Ma prévision, c'est que d'ici 2030, ces records vont continuer à tomber. D'ici 2035, ce type de travaux va nourrir directement des capteurs et des ordinateurs quantiques, bien au-delà de ce qu'on a aujourd'hui. D'ici 2040, la question que Schrödinger posait, où exactement le monde quantique s'arrête et où le nôtre commence, pourrait avoir une réponse propre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que ces avancées ne se font plus en silo. L'équipe de Vienne utilise déjà des algorithmes IA pour filtrer le bruit dans ses données d'interférence. Les labos quantiques du monde entier d'ailleurs s'appuient sur l'apprentissage automatique pour calibrer leurs instruments et repérer des signaux que l'œil humain raterait. C'est depuis l'apparition de l'IA que l'on fait découverte sur découverte. L'IA ne fait pas que bénéficier du quantique, elle est en train de devenir l'outil sans lequel la recherche quantique elle-même ne peut plus avancer. La quantique, l'intelligence artificielle, la robotique, tout ça converge. Et l'IA, c'est ce qui va permettre de naviguer dans cette complexité justement, de pouvoir interpréter des données que le cerveau humain ne peut pas traiter seul. Chaque grand virage technologique dans l'histoire a eu sa fenêtre, une période où ceux qui comprennent les outils avaient un avantage structurel sur ceux qui attendaient de voir ce qui allait se passer. Nous sommes dans cette fenêtre maintenant. Si vous regardez cette vidéo, vous comprenez que le monde qui vient sera plus étrange, plus complexe, mais aussi beaucoup plus riche que ce que l'on connaît aujourd'hui. Il y a de très fortes chances qu'il ne ressemble en rien à ce qu'on a aujourd'hui d'ailleurs. Et si vous voulez être de ceux qui construisent avec ces outils au lieu de les subir, j'ai justement quelque chose pour vous. J'aimerais vous dire que depuis quelques mois déjà, j'ai construit un programme d'apprentissage unique. Je vous apprends l'IA sous tous ses aspects. C'est un parcours que j'ai créé et pensé pour vous transmettre tout ce que je sais. Alors non seulement sur les modèles d'IA comme ChatGPT, Gemini de Google, Grok de Elon Musk, Claude, etc. Je vous montre en fait et surtout la manière de les intégrer concrètement dans votre vie, dans votre travail, dans vos projets. Et ce que vous soyez salarié, indépendant, entrepreneur ou même à la retraite. Car oui, nous avons beaucoup de retraités dans la communauté et ils utilisent l'IA au quotidien. J'ai récemment sorti la plus grosse mise à jour à ce jour de la formation. Ça fait un petit moment que j'en parlais, mais ça y est, elle est là, elle est en ligne. C'est un module entièrement dédié à l'automatisation par IA, donc en utilisant N8N. Autrement dit, la création d'agents IA, donc des espèces de salariés virtuels qui vont travailler pour vous et tout faire pour vous. En somme, vous faire gagner des heures et des heures et des heures. Vous êtes déjà plus de 6 à 7 000 à avoir rejoint ce programme, donc merci pour tout ce soutien. Et enfin, sachez qu'il n'y a pas besoin d'être développeur, pas besoin d'avoir un profil technique. Je vous prends par la main et pas à pas, avec des leçons vidéo claires, des cas concrets pratiques, on voit tout ce qui touche à l'IA. Dernier point, mais pas des moindres bien sûr, si vous nous rejoignez aujourd'hui, vous aurez accès à toutes les évolutions du futur. Sans surcoût, accès illimité à vie à tout ce que je veux vous apprendre. Donc aujourd'hui, c'est un paiement unique, ce n'est pas un paiement mensuel, c'est juste un paiement unique et vous aurez accès à vie à toutes les mises à jour que je vais faire en permanence et que je fais en ce moment même d'ailleurs. Donc si cela vous intéresse, vous avez les liens en dessous de la vidéo, donc soit en description, soit en commentaire épinglé pour nous rejoindre.
Dans tous les cas, moi, je serai très heureux de vous accueillir dans le programme Vision IA. Si vous êtes encore là, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. À bientôt.